Voilà. Allez, vas-y, c'est reparti. On est à l'antenne là? On est bon. T'es en direct. Allez, bêtisier. Alors, messieurs, dames, bonjour. Nous reprenons notre journal en accueillant Naïdati et Marion Palquin, animatrices de la coopérative Ouzouri Wadia. Bonjour Naïdati, bonjour Madame Palquin. Venez prendre place. Comment est né le projet? Alors en fait, le projet il est né des producteurs, des éleveurs. Donc en fait, en 2017, il y avait déjà deux exploitations qui avaient déposé des PMS en production laitière fermière, dont le lycée agricole, qui donc en déclarant son activité de production fermière était un peu le seul à être dans la réglementation au niveau sanitaire, puisque les autres éleveurs laitiers vendaient un peu à la sauvette. Donc de là est née l'idée de multiplier un petit peu ce projet à d'autres éleveurs. Donc on a fait des réunions participatives des producteurs à l'époque. Et de ces réunions, en fait, ce qu'il en est sorti, c'est qu'il y en avait certains dont la problématique, effectivement, c'était de se mettre à jour au niveau sanitaire, au niveau de la réglementation, certes, mais ils n'avaient pas forcément envie de s'occuper de la commercialisation. Donc sur le modèle du lycée, on a voulu aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire créer quelque chose de collectif pour non seulement appuyer les éleveurs dans la mise aux normes, mais aussi structurer la filière pour que tout ce qui est transformation et commercialisation n'ait plus à le gérer. Et de là est né le projet en fait de créer une structure indépendante qui pourrait faire ce travail. Donc pour deux raisons, alléger le travail. Et on s'est rendu compte aussi qu'à Mayotte, il y avait en fait des périodes de forte demande en lait et des périodes où il y avait un petit peu moins de demande en lait. Donc en production fermière, comme l'était à l'époque le lycée agricole et le deuxième producteur qui avait son PMS également, en production fermière, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de vendre au GMS. On n'a pas le droit de vendre au magasin, on ne peut faire que de la vente directe sur l'exploitation. Et donc, comme il y avait donc, des périodes creuses et des périodes de forte demande dans les cahiers, les éleveurs se retrouvaient sur certaines périodes de l'année avec du lait qui n'arrivait pas à vendre. Donc le fait de créer une structure collective qui commercialise à d'autres clients que des particuliers, donc en vente indirecte via des magasins, ça permettait un petit peu de débloquer la production et de permettre aux éleveurs d'augmenter leur production et de ne pas avoir de pertes financières pendant l'année. Donc de là, de tout ça est né un projet de créer une coopérative laitière. Donc une coopérative, hein, c'est que chaque membre est associé à part égale. Alors, des fois c'est pas forcément à part égale, parce que s'il produisent un peu plus, il peut avoir un peu plus de part, mais en tout cas chaque membre a une voix. Donc au niveau du conseil d'administration, on va dire que c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Et donc ils ont choisi ce statut pour se partager de manière tout à fait démocratique les excédents et les bénéfices de la production. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a mis quand même 2 ans à monter le projet, à obtenir les financements, et on a démarré en 2020. La production et la commercialisation. Combien d'éleveurs sont adhérents à la coopérative? Alors actuellement on n'a que 7 éleveurs, parce que donc il a été décidé de commencer le site pour grandir au fur et à mesure, dont le lycée agricole, qui est un des plus gros producteurs actuellement. Et donc on espère qu'il y en aura de plus en plus, parce que pour l'instant on est à peu près à 200 litres de lait collecté par jour. Et l'objectif pour 2022 c'est 600 litres. Donc on en est encore un peu loin. Donc on a déjà des éleveurs qui sont en cours de préparation à démarrer. Donc comme je vous le disais, on a démarré en 2020 et plus particulièrement 15 jours après le début du confinement. Donc on a commencé le 29 mars.
mars 2020, où ça a été un petit peu compliqué au départ. Parce qu'au démarrage, on avait tout de suite beaucoup de lait et il n'y avait plus de manifestations, plus de mariage, petit diabou, tout était bloqué. Donc il a fallu très rapidement acquérir une clientèle au niveau des magasins. Donc ça a mis quelques semaines. Et on a même déménagé l'atelier pour être beaucoup plus au centre de Mayotte, pour être sur Combani, pour justement pouvoir approcher le plus de clients possible. Et voilà, à partir d'octobre-novembre, on a vendu l'intégralité de la production sans jamais aucun lot invendu. Qui sont vos clients? Donc on a une clientèle particulière. Donc c'est le Maoré qui prévoit un mariage, un chidjabou. Ça peut aussi être volontairement. Enfin, vous connaissez un peu toutes les manifestations culturelles qu'il peut y avoir sur l'île. Il y a une grosse demande dans le pays. Et on a donc les GMS avec qui on a signé des contrats. Donc notamment la Solifram qui a été créée, qui a cru en nous dès le départ, malgré la crise Covid. Et bien sûr, donc le Manga des Ulysse, le magasin du lycée agricole, la Combani. Et notre partenaire Canyon, donc c'est le magasin de l'immeuble coopératif à l'école de Mayotte. Vous rencontrez des difficultés pour l'ouverture de la coopérative? Bien sûr, qui n'a pas de difficulté à Mayotte. Donc les difficultés principalement, c'est qu'on est. Alors déjà, on est victime de notre succès parce que ça a vraiment marché et il faudrait qu'on ait 2 voire 3 plus de lait pour satisfaire la demande. Et encore, je pense que je sous-estime les besoins. Bon, ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on peut augmenter et que ça partira. Après, on a les difficultés de Mayotte, hein, au niveau de l'approvisionnement. On utilise des veaux, il faut les commander, il y a des délais. Un petit peu comme pour l'abattoir, hein. On en parlait tout à l'heure, là on a des retards de bateau, donc on a un retard de bateau, il faut s'adapter, il faut trouver autre chose. Donc l'insularité, il faut vraiment prévoir de pouvoir s'adapter vraiment sur plusieurs mois, mais aussi au jour le jour. Par exemple, quand on n'a plus d'eau pendant 3 jours sur Combani, il faut quand même réussir à transformer, donc on s'adapte, on met en place des systèmes pour pouvoir être autonome en eau. On a des grosses difficultés aussi avec l'insécurité sur Combani, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des affrontements de 3-4 semaines sur la commune qui ont largement perturbé, que ce soit l'activité de la coopérative qui était au cœur en fait, des affrontements. Donc on a les mêmes difficultés que n'importe quel entrepreneur dans de Mayotte, mais on s'adapte et les producteurs ont un taux de résilience assez élevé, donc ça marche toujours. Est-ce que le lycée agricole est un partenaire important pour la coopérative? Alors, le lycée agricole est un partenaire important, je dirais même un des partenaires les plus importants de la coopérative. Alors, déjà d'une part parce qu'il est associé, donc il est adhérent à la coopérative et il livre sa production à la coopérative. Donc, comme je vous disais, c'est un des gros producteurs parmi les 7 éleveurs. C'est aussi un partenaire important parce qu'il est notre outil à nous quand on veut faire des formations en interne avec nos producteurs. On utilise l'outil Valarano systématiquement pour les ateliers et les TP. C'est un peu notre modèle aussi, que ce soit au niveau des bonnes pratiques d'hygiène, au niveau de la gestion du troupeau. C'est ce à quoi on voudrait vraiment tendre à Mayotte, c'est-à-dire diminuer au maximum la pénibilité du travail, parce qu'en élevage bovin, ce qui est très compliqué, c'est la main-d'œuvre, beaucoup plus qu'en élevage de volaille, par exemple. Donc c'est un peu notre modèle, il y a forcément encore des choses à améliorer, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser un maximum cet outil-là qui est en plus proche de Combani, accessible facilement par la route. Et voilà, il a les salles de traite, il a les outils qui vont avec, il a également un atelier fermier, donc ça peut permettre de montrer un peu aux producteurs que la solution, c'est pas forcément d'intégrer une coopérative, on peut aussi transformer soi-même et vendre soi-même. Donc c'est un petit peu un modèle pour nous au niveau de formation. Et après, bien évidemment, on a tout le volet CFPPA qui nous permet de pouvoir faire profiter à nos adhérents des formations. Vous êtes vétérinaire de formation. Votre parcours professionnel vous a également permis de rencontrer un grand nombre d'éleveurs
Que pensez-vous de l'élevage laitier du lycée agricole de Coconi? Alors, comme je vous disais, l'élevage laitier du lycée agricole de Coconi, c'est un modèle. D'ailleurs, on a énormément de producteurs qui sollicitent régulièrement l'élevage de Valarano pour se fournir en génisse laitière, de race laitière. Et donc, ce que j'en pense, c'est que ça doit pouvoir permettre aux jeunes de se projeter sur une installation en lait. Alors c'est vrai que l'élevage bovin, l'élevage laitier, ça peut faire peur, parce que, comme je vous disais, il y a des tâches quand même qui sont très difficiles, que ça soit de réussir à nourrir suffisamment les animaux, planter le fourrage, couper le fourrage, tout ça c'est des tâches qui peuvent faire peur. C'est beaucoup plus facile avec des légumes concentrés à l'élevage. Mais du coup, on s'aperçoit que c'est possible si on s'organise bien. On a vu que le lycée agricole a subi une forte diminution de la main-d'œuvre, mais il s'est adapté. Donc, il a mis les animaux au pâturage, etc. Donc, on s'aperçoit que c'est possible à Mayotte. Et on ne peut pas arrêter l'élevage bovin à Mayotte, ne serait-ce que pour des raisons culturelles. C'est-à-dire que les gens auront toujours besoin de viande et de taureaux vivants pour la manifestation. Les gens auront toujours besoin de l'écailler pour la manifestation. Donc il faut pouvoir promouvoir cette filière, même si elle est un petit peu plus difficile d'accès et que le travail est un peu plus pénible. C'est quand même très valorisant, que ce soit au niveau familial ou au niveau social, de pouvoir dire eh ben, moi j'ai fourni un mariage, j'aurais fourni 2 taureaux et j'aurais fourni le lait, 200 litres de lait pour la manifestation. Donc je pense que le lycée agricole, alors il faut peut-être travailler après sur des améliorations techniques et des améliorations de production pour que ça soit encore plus rentable. Mais le lycée agricole, ça doit pouvoir motiver les jeunes à effectivement s'installer en élevage bovin. Ces derniers temps, l'élevage bovin a connu des difficultés avec la fièvre de la vallée du Nil, mais aussi des problèmes de dermatophyllose. Alors oui, parce qu'on est à Mayotte et qu'on a des animaux qui sont croisés. Donc l'animal croisé, c'est un zébu maoré qui a été croisé avec de la vache européenne, entre guillemets. Donc c'est des races qui sont un petit peu plus sensibles aux maladies tropicales. Et la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les insectes. D'accord ? Ce qui fait que ça peut arriver à n'importe quel moment et ça nous tombe dessus le jour où on a des vaches qui vont bêler, ou qu'on a mis à la reproduction et qu'on a déjà payé l'inséminateur 15 inséminations. Donc ça nous tombe effectivement dessus et ça peut faire mal parce que quand on a 10 vaches qui avortent alors qu'on prévoyait une production 3 mois après, c'est compliqué de se relever. Encore une fois, le temps de gestation c'est long. On est sur des animaux qui ont un temps de gestation équivalent à l'homme. Donc une fois que la vache apporte, ça reporte la production de lait à 9 mois plus tard. D'accord ? Et encore, quand une vache a eu la fièvre de la vallée du Rift, et ben, on va pouvoir la remettre tout de suite à la production. Il faut qu'elle guérisse, il faut qu'elle s'en remette. Et ensuite, on va pouvoir la inséminer. Donc en fait, c'est un arrêt de la production. On arrête la production. On a un épisode de verre dans l'exploitation. C'est comme si on n'avait plus de poulet dans le bâtiment de lait. Voilà. Donc du coup, ça a été compliqué, effectivement. Et voilà, ils ont réussi à se relever. Comme ils ont un troupeau quand même suffisamment conséquent, il leur restait quand même des animaux qui produisaient. Heureusement qu'il n'y a pas eu 100% de contamination. Mais effectivement, la fièvre de la vallée du Rift, et d'ailleurs, il n'y a pas que le lycée agricole, a fait beaucoup de dégâts quand elle est arrivée sur Mayotte. Alors, en ce qui concerne la dermatophilose, donc pareil, on est en zone tropicale, donc il y a ce qu'on appelle les tiques. Donc les tiques, c'est des petits parasites qui viennent se fixer sur les vaches, qui sucent le sang. Mais en suçant le sang, donc déjà ça fatigue l'animal, parce que quand vous avez une tique qui suce le sang, c'est pas grave, mais quand vous en avez 100 ou 200 ou 300, ça commence à faire des litres de sang qui peuvent être prélevés sur une semaine, 15 jours. Et donc, du coup, ces tiques fatiguent et peuvent transmettre des maladies. Donc, parmi les maladies qu'elles peuvent transmettre, on a la pyromoplasmose, que connaissent également les éleveurs de la métropole. Mais on a la dermatophilose, qui là est quand même spécifique aux zones tropicales. Et cette dermatophilose, c'est un petit peu complexe, parce qu'une fois que la vache l'a attrapée, même si on tue la tique,
c'est très difficile de la gérer. Donc il y a eu des pertes liées à ces parasites. Et donc ce qui a été mis en place, c'est une mise au pâturage qui est obligatoire, une mise au pâturage pour, je vous expliquer la pénibilité du travail, mais une mise au pâturage raisonnée des animaux. C'est-à-dire que les traitements, plutôt que d'aller traiter un animal parce qu'il était infesté, on a mis en place un planning de traitement avec un intervalle assez précis pour casser un peu les cycles, pour éviter que les tiques aient le temps de pondre, etc. Et on a noté effectivement sur ce début d'année là, une nette amélioration des animaux et une grosse baisse de la pression d'infestation sur les vaches. Vous espérez transformer quelle quantité à l'horizon 2025? Alors déjà avant 2025, on va dire 2022, on aimerait bien arriver à 600 litres par jour. Donc ça nous fait un peu du 15 000 litres par mois. Et à l'horizon 2025, on va dire 200 000 litres annuels, ça serait pas mal. Alors après, en 2025, on peut imaginer qu'on aura peut-être déjà multiplié le projet et qu'on aura peut-être créé une deuxième laiterie. À ce moment-là, pourquoi pas 500 000 litres. Merci Madame Amica. De rien. Je vous souhaite un bel avenir avec vos éleveurs et vos vins au sein de la coopérative. Merci à vous.